Dans cette deuxième vidéo sur le chapitre 32 des mécanismes réactionnels, nous allons travailler sur le paragraphe grand 2 et plus particulièrement nous intéresser au lien qu'il y a entre l'évolution de la concentration d'une espèce chimique et la vitesse d'un acte élémentaire. Pour cela, on prend un exemple. Donc, j'envisage une réaction complexe constituée de 3 actes élémentaires. Donc, le premier acte élémentaire, qui est une constante de vitesse K1, transforme l'espèce chimique A en 2 fois une espèce chimique B. Donc, ça, c'est les nombres stoichiométriques 1 et 2. Ensuite, vous avez la réaction retour, qui est l'acte élémentaire appelé -1. Et puis enfin, un troisième acte élémentaire qui a une constante de vitesse K2 et qui transforme l'espèce chimique B en espèce chimique C avec les nombres stoichiométriques 2 et 1. Souvent, on va écrire comme ça cet acte élémentaire lorsque l'acte élémentaire -1 est exactement l'opposé de l'acte élémentaire 1. En fait, ça équivaut bien à 3 actes élémentaires, l'acte 1, l'acte -1 et l'acte 2. Alors en dessous, j'ai fait un petit tableau dans lequel on va recenser donc l'évolution des concentrations des différentes espèces chimiques A, B et C en fonction des vitesses des actes élémentaires. Alors commençons par la vitesse de l'acte élémentaire 1, ici. Donc vous avez ici le mécanisme détaillé. Donc si on prend l'évolution de l'expression de la vitesse V1, on va écrire V1 égale K1, concentration de A, d'après la loi de Van 't Hoff, puisque je rappelle que la loi de Van 't Hoff nous dit qu'un acte élémentaire possède un ordre, donc 1 est bien un acte élémentaire, et que les ordres partiels correspondent au nombre stoichiométrique des espèces chimiques. Donc le nombre stoichiométrique ici, c'est 1, donc j'ai concentration de A puissance 1. Vous faites bien la distinction entre quand je dis nombre stoichiométrique sans rien préciser et nombre stoichiométrique algébrique. Ici, j'ai bien dit nombre stoichiométrique tout court. Donc, Van 't Hoff me permet d'écrire, donc je l'abrège ici, Van 't Hoff me permet d'écrire la loi de vitesse de V1 sous cette forme-là. Je fais pareil avec l'acte -1, donc je vais écrire V indice -1 égale K -1, concentration de B au carré. D'accord? Nombre stoichiométrique C2, donc concentration de B au carré. Et enfin, la même chose pour l'acte élémentaire V2. Donc V2 va s'écrire K2, concentration de B, là aussi, au carré. Maintenant, si on s'intéresse à l'évolution de la concentration de A lors de l'acte élémentaire 1, on va écrire que pour l'acte élémentaire -1, on voit que cette fois, on va avoir V-1 égale 1 d2A sur dt. Alors, ce d2A sur dt, on va peut-être préciser que c'est la variation de la concentration uniquement due à la vitesse, à l'acte élémentaire -1. Ici, c'était la variation de la concentration uniquement due à l'acte élémentaire 1. C'est-à-dire que là, je ne regarde pas l'évolution générale de la concentration de A. Et lors de l'acte 2, je n'ai pas d'évolution de la concentration de A. Donc ici, je peux écrire un 0. Même chose pour B, même chose pour C. On obtient donc les résultats suivants. Donc, la concentration de C n'évolue que lors de l'acte élémentaire 2, donc ici on n'a aucun terme. D'accord. Pour ce qui est de la concentration de B, donc elle évolue lors de l'acte élémentaire 1, lors de l'acte élémentaire -1 et lors de l'acte élémentaire 2. Donc on peut maintenant exprimer la variation globale de la concentration de A en disant que A varie lors de l'acte élémentaire 1 comme -V1. On peut dire que la concentration de A varie lors de l'acte élémentaire -1 comme V-1. Et donc finalement, que l'évolution de la concentration de A lors du mécanisme global, qui est écrit ici, elle est égale à la fois à ce qui se passe lors de l'acte élémentaire 1 et aussi lors de ce qui se passe lors de l'acte élémentaire -1. Je peux donc écrire exactement la même chose pour B, en disant que l'évolution de la concentration de B, c'est 2 fois la vitesse de l'acte élémentaire 1, moins 2 fois la vitesse de l'acte élémentaire -1, moins 2 fois la vitesse de l'acte élémentaire -2. Et on pourrait évidemment faire la même chose avec C. Donc on ne passe pas à chaque fois par l'écriture de ce tableau. En général, ce que l'on fait, c'est on regarde les expressions où apparaît B. Je prends B parce que c'est celui qui est le plus complexe. Donc B apparaît ici, ici et ici. Dans la première étape, il est formé. Donc sa concentration va augmenter avec V1. Et comme à chaque fois que je fais la réaction, je forme 2 espèces chimiques B, eh bien, je vois bien que la concentration de B va augmenter comme 2V1. Ensuite, dans les actes élémentaires -1 et -2, il est consommé.
Donc, effectivement, la concentration va diminuer lorsque la réaction va se faire. Et donc, 2 fois plus vite que ne se fait la réaction V-1 et 2 fois plus vite que ne se fait la réaction V2. Donc, nous allons considérer ces deux cas particuliers, le cas des réactions parallèles tout d'abord. Donc, pourquoi réaction parallèle? Parce que les deux réactions partent du même réactif A, mais conduisent à deux produits différents, ici B et ici C. Si j'applique ce que je viens de faire précédemment, je vais donc écrire que l'évolution de la concentration de A au cours du temps, elle diminue puisque c'était un réactif comme l'acte alimentaire V1 et elle diminue aussi comme l'acte élémentaire V2. Or, si j'applique la loi de Van 't Hoff, je peux écrire que V1 est égal à K1 concentration de A, puisque l'acte élémentaire admet un ordre et que l'ordre est égal au nombre stoichiométrique. Et puis, pareil pour l'acte élémentaire, V2 égale V2, K2 concentration de A. À partir de là, je vais donc écrire D2A sur DT plus K1 plus K2 concentration de A égale à 0. Donc, ce que je n'ai pas précisé ici, vous allez le rajouter, mais ça se voit sur les courbes, c'est que la concentration initiale de A, on l'a notée à 0, ici, et que les produits B et C ont initialement une concentration nulle. Donc, ici, je reconnais une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. On connaît les solutions. La solution, elle est de cette forme-là. On peut vérifier la condition initiale. Si on fait t égale 0, on se retrouve bien avec une concentration initiale qui est égale à A0. On peut à partir de là déterminer aussi la concentration de B. La concentration de B évolue uniquement avec l'acte élémentaire 1 et l'espèce B est formée par l'acte élémentaire 1, donc on écrit V1. D'après la loi de Van 't Hoff, on l'a écrit ici, ce V1 est égal à K1 concentration de A. Donc on a là aussi une équation différentielle qui s'écrit d de B sur dt est égal à K1 à 0. Donc on a la concentration de B qui évolue de cette façon. On va faire une recherche de primitive. Donc nous avons ici l'expression de la dérivée qui en fait est une exponentielle. Donc je recherche une primitive sous la forme d'une exponentielle en ayant divisé ici par l'exposant de l'exponentielle et puis une constante d'intégration qui décrit R. Condition initiale, je sais qu'à t égale 0, je dois avoir la concentration de B qui est nulle. J'en déduis donc que K à K1 à 0 sur K1 plus K2. D'accord ? Et j'en déduis donc la concentration de B en fonction du temps. Donc, on constate que c'est bien en accord avec le schéma qui est ici. À l'instant initial, on l'a construit pour, évidemment, on va avoir ici exponentielle qui vaut 1, 1 moins 1, 0. On a bien une concentration initiale de B qui est nulle. Et si je cherche la limite, donc en plus l'infini, l'exponentielle va tendre vers 0, puisqu'on aura ici exponentielle moins l'infini. Et donc, on a la concentration de B qui tend vers K1 à 0 sur K1 plus K2. On peut faire exactement la même chose pour C. Vous voyez que tout est identique pour C, simplement on remplace K1 par K2. Donc, ce qui revient à écrire finalement que la concentration de C à la date T égale une expression exactement du même type. Avec donc une limite cette fois qui est K2 sur K1 plus K2 à 0. Et donc, on a bien une asymptote ici, K2 sur K1 plus K2. Bon, alors peu importe, on a choisi apparemment ici K2 supérieur à K1. Peu importe, les rôles sont complètement symétriques pour B et pour C. On se rend compte que quel que soit T, si je fais le rapport ici des deux grandeurs, je me rends compte que le rapport de B sur C, tous les termes étant égaux, est égal à K1 sur K2. Donc en fait, à chaque instant de la réaction, les produits sont obtenus dans un rapport qui correspond à la vitesse avec laquelle ils sont formés. Donc typiquement ici, on est sous un contrôle cinétique, et à chaque instant, le produit le plus abondant est celui qui est formé le plus vite. D'accord ? Donc ici, on voit bien que le produit le plus abondant, c'est toujours C. Il correspond à la constante de vitesse K2 qui est supérieure à K1. Je peux donc écrire le produit le plus abondant est celui qui se forme le plus vite. Donc ici, peu importe la stabilité relative de B et de C, on ne regarde pas si B est plus stable que C ou quoi que ce soit. Le plus abondant est celui qui se forme le plus vite, celui qui donc a la constante de vitesse la plus élevée. Donc nous allons prendre le cas de réaction cette fois opposé, avec A qui donne lors de l'acte élémentaire moins 1 B, et B qui à son tour lors de l'acte élémentaire moins 1 donne A. Si j'écris donc l'évolution de la concentration de A au cours du temps,
Je vais donc écrire que A est formé par la réaction -1 et consommé par la réaction 1. Si je fais la même chose avec la concentration de B, j'écris donc que l'espèce B est formée par la réaction 1 et consommée par la réaction -1, à chaque fois avec des nombres stoichiométriques qui sont égaux à 1. À partir de là, on voit donc que les deux concentrations évoluent de façon opposée. D2A sur dt égale moins D2B sur dt. Donc on peut en conclure que la somme des deux concentrations est constante dans le temps et sera donc toujours égale à la somme des concentrations à l'état initial. Je vais donc maintenant reprendre la loi de Van 't Hoff et l'appliquer à l'acte élémentaire 1. V1 sera donc égal à K1 concentration de A et à l'acte élémentaire -1. Je peux donc écrire l'évolution de la concentration de A, D2A sur dt, va donc être égal à K-1 concentration de l'espèce B moins K1 concentration de l'espèce A. Je remplace la concentration de B par l'expression que j'obtiens ici. Concentration de B est égale à A0 plus B0 moins la concentration de A. Ce qui me donne donc K-1 A0 plus B0 moins K1 plus K-1 concentration de A. Et donc, comme vous le savez, les solutions ici de l'équation vont être de la forme concentration de A égale une constante exponentielle moins K1 plus K-1 T plus le terme constant ici qui sera égal à K-1 sur K1 plus K-1 facteur de A0 plus B0. On va trouver qu'avec la condition initiale en disant que à t égale 0, on doit avoir concentration de A qui est égale à A0. Vous avez ici l'évolution des concentrations. Lorsque t tend vers plus l'infini, ici l'exponentielle tend vers 0. Et donc, on va bien avoir la concentration de A qui sera égale à K-1 sur K1 plus K-1, concentration de A0 plus B0. Et pour la concentration de B en plus l'infini, ça sera exactement la même chose que vous pouvez déterminer avec ça. Et on obtient K1 sur K1 plus K-1, A0 plus B0. Si maintenant on s'intéresse au rapport des concentrations de A et de concentration de B à l'état final, donc lorsque T tend vers plus l'infini, on se rend compte que le rapport des concentrations B sur A est égal à K1 sur K-1. Donc en fait, si la réaction est rapide et que cet état d'équilibre est atteint assez vite, on aura ensuite plus d'évolution des concentrations et on aura à chaque instant donc le rapport des concentrations qui vérifiera ce qu'on pourrait appeler la constante d'équilibre. Donc en fonction de la vitesse à laquelle cet équilibre-là va être atteint, on va pouvoir dire à partir d'un certain moment ici, équilibre réalisé, et on se retrouve dans le cas de la thermodynamique avec donc un rapport des concentrations qui est égal à une constante qui ne sera rien d'autre que la constante d'équilibre de la réaction A donne B. Donc en fait, là, on est dans la situation que vous avez vue lorsqu'on vous a parlé de l'équilibre chimique comme étant un équilibre dynamique. En effet, ici, on n'a plus d'évolution macroscopique des concentrations. On a les concentrations qui sont dans un rapport égal à celui de la constante d'équilibre. Et cela est dû en fait à une égalité de la vitesse dans un sens et dans le sens inverse. Effectivement, si j'écris maintenant les vitesses V1 et V-1, on a V1 qui est égal à K1 fois concentration à l'équilibre. On a de la même manière V-1 qui est égal à K-1 concentration de B à l'équilibre. D'après la relation qui est ici, je peux remplacer ça par K1 sur K-1 concentration de A à l'équilibre. Il y a donc simplification ici des K-1 et je me retrouve donc avec V-1 qui est égal à V1. Donc tout ça, c'est vrai. Donc ça, c'est l'équation de la réaction. D'accord? Et donc ça aussi, c'est vrai à t égale plus l'infini. C'est lorsque t tend vers plus l'infini, on finit par avoir égalité des vitesses dans un sens et dans l'autre. On a atteint l'état d'équilibre. Le dernier cas qui nous intéresse, c'est le suivant. Donc cette fois, ce sont des réactions consécutives. On a d'abord l'espèce A qui se transforme en l'espèce B, et puis l'espèce B qui se transforme en l'espèce C.
Donc ici, c'est la même chose, le calcul a été fait, on obtient donc les exponentielles qui sont ici, je vous laisse si vous voulez essayer de les déterminer. Donc on a l'évolution des concentrations de A, évolution de la concentration de B et évolution de la concentration de C. Si on regarde le bilan de l'équation, on a finalement A qui donne C. D'accord, ça c'est le bilan. Donc B n'apparaît pas dans le bilan, on peut dire que B ici est un intermédiaire réactionnel. On peut s'intéresser à la vitesse donc, de B. Ici, vous voyez que la concentration de B augmente, donc on aurait une vitesse positive. Ici, on atteint une tangente nulle, donc la vitesse de formation de B est nulle, et ensuite B disparaît, la vitesse de formation de B devient négative. Sur votre polycopier maintenant, vous avez une petite remarque qui a son importance. Donc le bilan macroscopique, on l'a dit, c'est A donne C, mais les vitesses de disparition de A et les vitesses de formation de C sont différentes. D'accord? Là, vous voyez que si vous faites le calcul de la pente de cette courbe, vous ne trouverez pas l'opposé de la pente de C. On peut aussi le voir ici en calculant la dérivée de cette expression et de celle-ci. Donc la vitesse de réaction, toute rigueur, ne peut pas être définie. Et c'est ce qu'on avait dit dans le chapitre précédent. On avait dit qu'on pouvait définir une vitesse de réaction s'il n'y avait pas trop d'intermédiaires réactionnels. Vous voyez, même pas du tout d'intermédiaires réactionnels. Donc on va devoir faire certaines approximations pour pouvoir définir une vitesse de réaction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en toute rigueur, nous n'aurons pas ici une vitesse de réaction qui serait égale à moins d2A sur dt, avec un nombre stoïchiométrique égal moins 1 à A, et qui serait égal à plus d2C sur dt, avec un nombre stoïchiométrique de C qui serait égal à 1. Cette égalité-là est fausse. Dans cette situation de deux actes élémentaires consécutifs, on s'intéresse à un premier cas particulier lorsque la constante de vitesse de l'étape 1 est très très grande devant la constante de vitesse de l'étape 2. C'est-à-dire que cette réaction est facile, elle se fait rapidement, et celle-ci est difficile. Vous avez ici le calcul pour des constantes de vitesse qui sont 10 puissance moins 2 secondes, et puis K1 50 fois plus grand que K2, donc au début de la transformation, et puis plus loin dans la transformation. D'accord? Donc si vous voulez, ça c'est un zoom de cette partie-là. Donc on constate que B est formé très très rapidement dès le début de la réaction, puis ensuite il tente à disparaître. Ce qui est intéressant, c'est de voir que très vite, on n'a plus finalement que une évolution de B donne C simplement. Donc A a été très très vite intégralement consommé, et tout se passe comme si la transformation, c'était uniquement B qui se transforme en C. C'est-à-dire finalement que seul le deuxième acte élémentaire, le plus lent, compte, et c'est lui qui très vite impose sa vitesse. Au bout d'un certain temps, la vitesse de réaction devient indépendante du premier acte. Le second acte élémentaire, le plus difficile, impose sa vitesse. Je voudrais revenir sur un petit point de vocabulaire. Vous remarquez que je ne dis pas que cet acte élémentaire est plus lent, je dis qu'il est plus difficile. En fait, quand je compare lent et rapide, je m'intéresse aux vitesses. D'accord? Donc, les vitesses me permettent de dire si c'est lent ou si c'est rapide. Mais par contre, quand je compare des constantes de vitesse, je vais simplement dire que l'un est facile et l'autre est difficile. Puisque les constantes de vitesse, enfin les vitesses des actes élémentaires peuvent ne pas avoir la même dimension. Donc, ce n'est pas parce que les constantes de vitesse sont plus grandes ou pas que les vitesses finalement sont plus élevées ou moins élevées. Donc, quand je compare des constantes de vitesse, comme c'est le cas ici, hein, je parle de facilité ou de difficulté de l'acte élémentaire. Maintenant, nous étudions la situation inverse. On a toujours les deux actes consécutifs, A donne B et B donne C, avec ici une constante de vitesse K1, ici une constante de vitesse K2. Mais cette fois, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire on a cette fois K1 qui est très petit devant K2, c'est-à-dire le premier acte élémentaire qui est difficile, donc B se forme difficilement. Par contre, le deuxième acte élémentaire qui est très facile. Donc ici, B, eh bien, on a du mal à le former. Vous voyez que sa concentration reste toujours très très faible. Et puis, si on regarde assez vite, au bout d'un certain temps, on voit que la concentration de B, finalement, reste tout le temps négligeable dans le milieu. Donc, dès que B est formé, il est instantanément consommé. Et donc, on peut dire que B ne s'accumule jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une concentration élevée de B dans le milieu. Si vous comparez ça avec la situation du dessus, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ici, B s'accumulait en début de réaction. Ici, B ne s'accumule jamais. Et cette fois, en fait, on voit qu'au bout d'un certain temps, on pourrait considérer que simplement, on a A qui donne directement C. L'intermédiaire réactionnel n'apparaît pas au bout d'un certain temps dans l'évolution des concentrations.